Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent? ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la Color Décothérapie. Plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le mystère des couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. Et plutôt que de croire qu'on a fait le tour d'une définition ou qu'on sait quelque chose, de s'écouter. S'écouter soi-même avant tout parce que votre sonar intérieur, votre radar, votre boussole, personne, aucun grand coach, aucun grand thérapeute, aucun grand guérisseur, aucun grand chaman n'en est plus proche que vous-même. Et ça, c'est clé. Se connais-toi toi-même passe avant tout. Avant toute tentation aussi, par moment, de laisser les clés de sa souveraineté à quelqu'un d'autre, à avoir une confiance aveugle, à être un peu naïf, et tous les pièges de la manipulation que ça peut ouvrir sur un plan ou sur un autre. Chers amis, bienvenue, merci d'être avec nous et merci de votre fidélité au travers de vos commentaires, évidemment, et de tout ce que vous allez pouvoir mettre sous la vidéo qui arrive maintenant avec celui qui est installé confortablement sur les canapés, qui va venir nous raconter d'abord son parcours de vie, son expertise aussi, si je puis dire, et puis surtout la manière dont il appréhende cette vie. Et je suis très très content de le recevoir. On avait déjà eu l'occasion de proposer une première émission avec lui. C'est Tigrane qui est installé ici sur les canapés. Mon cher Tigrane, je te salue. Bonjour Marc, bonjour Merci. À toutes tes auditrices et tes auditeurs. Merci d'être là. Vous allez voir qu'il y a une spécificité avec Tigrane. D'abord, je trouve qu'on reconnaît la personnalité que tu es au travers de 3 choses. Le chocolat, on va y revenir, les arbres, et le feutre qui est installé sur cette table en face et qu'on voit à l'écran. Est-ce qu'on peut rajouter d'autres choses qui te caractérisent particulièrement pour ceux qui ne te connaissent pas? La liste serait peut-être longue, mais en tout cas, les animaux, les minéraux et la complicité avec nombre de peuples autochtones et de communautés indigènes, ici, là-bas et ailleurs. Et ailleurs surtout. On va voir évidemment de quelle manière on peut présenter Tigrane, parce que je prépare toujours les émissions avec une trame, évidemment, mais j'ai le sentiment que lorsqu'on te reçoit, qu'on se parle, qu'on échange, comme nous l'avions fait pour la première émission, la trame est un peu désuète. Et que je pense qu'il faut se laisser porter par ce que l'on ressent, les énergies, et ce qui se passe dans nos regards respectifs et la manière, évidemment, dont on va discuter ensemble. Tigrane, tu es auteur, tu diriges une maison d'édition, évidemment, qui s'appelle Mama Édition, qui est aujourd'hui reconnue dans les thématiques que l'on aborde sur ABC Talk en particulier. Mais j'ai l'impression que ça, c'est très réducteur aussi, parce que auteur et éditeur, est-ce qu'on peut rajouter quoi? Expérienceur, chaman, qu'est-ce qu'on rajoute? D'ailleurs, quand on te pose la question, qu'est-ce que vous faites dans la vie, pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu réponds? Je navigue, parfois à vue. Ce qui veut rien dire, mais... Parfois le long des côtes, parfois en haute mer. Et bien sûr, les étiquettes sont toujours un petit peu réductrices, comme tu le dis. À la fois à travers le métier d'éditeur et le métier de facilitateur pour des auteurs qui ont parfois besoin d'un accompagnement particulier. On devient un peu sage-femme, si je puis dire, à les prendre main dans la main, cœur à cœur, pour les pousser à aller plus loin, au bout d'eux-mêmes, à écrire parfois des livres qui vont passer des frontières qu'ils n'avaient pas imaginées au début. Donc là, il y a quelque chose qui, au contraire de réduire, ouvre sur d'autres espaces à travers les auteurs que l'on publie, par exemple. Idem de manière encore plus intime avec ses propres livres, avec ses propres créations. Avec l'entrelacement de récits autobiographiques, comme dans Chaman, mais aussi de formats de contes initiatiques pour permettre de rassembler en quelques volumes une expérience d'une vingtaine, trentaine d'années qui, là, est transmissible à tout un chacun, même si le lecteur, la lectrice n'est pas initié, n'est pas préparé.
Et comme on le voit et comme tu le sens aujourd'hui plus que jamais, ça n'est pas pour autant qu'on n'est pas prêt. Ce qui ne répond pas à la question de « que faites-vous dans la vie ?» Que fais-je dans la vie? J'écoute les arbres, je marche pieds nus. Je caresse beaucoup les animaux, je les regarde bien dans les yeux également. Ouais. Je lis beaucoup, ça fait partie du métier d'éditeur. Je parle beaucoup avec les auteurs parce qu'au-delà de la forme écrite, il faut parfois avoir une vraie rencontre d'âme à âme pour sentir ce que parfois un auteur n'est pas forcément informé consciemment de ce que son âme est en train de lui souffler à l'oreille. Et là, c'est notre travail, comme on disait, un petit peu de sage-femme, d'accompagnateur parfois, de réaligner ça, de faire miroir et de lui faire entendre de manière rassurante quelque chose qu'il savait au fond de lui, mais pour lesquels certains plans, conditionnements, habitudes d'écriture, considérations extérieures pouvaient parfois le brider. Et nombre de gens, comme tu le sais, parfois s'auto-censurent. Et là, ça peut nous faire passer à côté d'une pépite, à côté de quelque chose qui va pousser le bouchon beaucoup plus loin, à côté parfois d'un vrai propos qui réclame davantage de mise à nu, davantage de transparence, donc d'audace, de courage, mais qui fait toutes les lettres de noblesse et tout le sens du métier d'éditeur, accompagnateur. Si le plus grand pouvoir que tu cherches à l'extérieur se trouvait déjà en toi. Saviez-vous que votre voix peut devenir une clé de guérison intérieure? Eh bien, combien de temps peux-tu rester focalisé sur une seule pensée? C'est la question que je te pose. Je suis experte en Human Design et je vous invite à une reconnexion à votre souveraineté énergétique. Lors de ces ateliers, vous poserez une intention, puis je me connecterai au groupe pour faire vibrer les bonnes fréquences au bon moment. Avec Céline, nous vous offrirons également un concert immersif, une véritable passerelle vers les dimensions subtiles. Je vous attends très nombreux, réservez vite vos billets sur abctalk.fr. Ce n'est que le début d'un nouveau chapitre de ta future vie. Rendez-vous à Bordeaux, rendez-vous à Nice. Moi, ce qui m'avait profondément troublé et en même temps interloqué dans ce que disait Tigrane au travers de cette maison d'édition Mama Édition, c'est la signification de Mama. J'ai retenu ça. Mes auteurs, mes amis. Ouais. C'est ça, hein? Ou mes amis, mes auteurs. Oui, c'est vraiment, on pourrait dire aussi mes auteurs, mes alliés. Mes alliés, mes auteurs. Il y a vraiment quelque chose, outre le clin d'œil à la Pachamama, qu'on l'appelle Gaïa, la terre-mère, la planète bleue, peu importe. Au-delà de toute religion, tout dogme, tout chamanisme, toute croyance, il y a évidemment le respect et la reconnaissance pour le plus grand être vivant que vous n'ayez jamais approché, notre grande mère à tous, au-delà de nos mamans respectives, notre navire commun, qui nous héberge, nous abreuve, nous nourrit, nous a jamais laissé tomber, qui était là bien avant l'humanité, bien avant les mammifères. Donc Mama, c'est bien sûr la Pachamama, la fertilité. C'est aussi clin d'œil à la collection Naissance, qui est une collection connue et reconnue chez Mama Édition. Un hommage à la maternité, à la fertilité, à la déesse mère également, au féminin, mais de manière très concrète et pragmatique également, aux mères, aux mamans, à l'accouchement, à l'allaitement, etc. Et puis enfin, mes auteurs, mes alliés, mes auteurs, mes amis, parce que chemin faisant, quand on rencontre les auteurs, quand on n'envisage pas de signer un contrat sans avoir passé du temps avec eux, parfois des journées entières, parfois participer à des expériences, des stages, autres, des promenades, etc., on s'aperçoit qu'on construit, au-delà du cadre formel du travail, un tissage qui n'a pas de prix. Et ce tissage de la complicité, de la reconnaissance, de l'écoute mutuelle, fait que ce livre n'est pas un produit qu'on va générer en parallèle, mais un enfant qu'on va faire ensemble. Ça n'est pas qu'un produit marketing. Bien au-delà de ça, c'est une création vivante. C'est un enfant, c'est, comme on le dit même dans le Code des impôts, une œuvre de l'esprit, ce qui rend bien à César
la signification originelle de ce qu'est un livre, une transmission, un outil de pouvoir, parfois un guide. Certains livres sont des maîtres pour certains d'entre nous. Tu as mis du temps à écrire. Oui, j'ai commencé à publier des poèmes, un roman jeunesse chez Flammarion, Jonathan et le secret des vignes, un ouvrage assez massif sur les états de conscience amplifiés, etc., à l'âge de 20 ans. Mais ensuite, à partir du moment où j'ai créé Mama Édition avec Mishka Séligère-Châtelain, j'ai évidemment mis totalement sous silence ma plume en tant qu'auteur parce que ça réclamait non pas un travail à plein temps, mais plutôt un investissement, un engagement 7 sur 7. Quand on commence une maison d'édition avec un fax, une chambre de bonne et un vélo, un livre par an imprimé à 1000 exemplaires, on n'imagine pas encore que 20 ans plus tard, on aura diffusé 1 million d'exemplaires, que ces ouvrages seraient traduits dans une dizaine de langues, que certains seraient adaptés, etc. Et donc, il y a là quelque chose qui réclame plus que du travail. C'est en fait la réalisation et l'incarnation d'une mission qu'on découvre parfois chemin faisant. On sent que c'était là, qu'il y avait une attirance pour le livre, que c'était tout sauf un objet, qu'il y avait une dimension quasiment sacrée. Aussi le côté parentalité, la responsabilité du père partagée avec l'autrice. Et au-delà de ça, on s'aperçoit petit à petit que tout ça a un sens qui nous échappait au début du chemin. Alors après, évidemment, il y a une sorte de... On sent qu'il y a un déclencheur, je ne sais pas quel a été ce déclencheur, ce qui t'a autorisé à un moment donné à écrire et à être dans cette... Alors il y a la trilogie, évidemment, Chaman, qui est affichée sur l'écran, plus les autres ouvrages dont on va parler, mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses assez étonnantes dans cette écriture-là, et tu as écrit très vite. Oui. Je veux dire, tout est arrivé très facilement. C'est-à-dire qu'au moment où tu t'autorises, on a le sentiment, au moment où tu t'autorises à écrire, et à écrire de manière extrêmement intime, et on va voir le lien qu'il y a entre Tigrane et Tangri. Voilà. Au moment où tu t'autorises à écrire, il y a une espèce de fluidité et d'une rapidité d'exécution où tu ponds les livres vraiment les uns derrière les autres. C'est un peu le sentiment qu'en fait, c'était déjà là. C'est-à-dire en toute humilité, en vivant sa vie pendant 30 ans, du diplôme de musicologie en Sorbonne, l'éthomusicologie qui me propulse dans les musiques de trance sur les différents continents, etc., à 22 ans, jusqu'à 50 ans, puisque c'est la nuit de mes 50 ans que c'était pas négociable, en fait. J'ai vraiment senti comme une main qui m'a poussé dans le dos à 4 heures du matin pour me faire sortir de la couche sur laquelle j'étais dans une cabane, dans une forêt, et pour me pousser vers ce hamac, prendre un stylo, un carnet et commencer à écrire. Il n'y avait pas trop à discuter, en fait, pour dire vrai. Rien n'était planifié. Mais il y a eu ce moment, alors ça correspondait à ces 50 ans, ça correspondait aussi aux 20 ans pile de Mama Édition. Alors peut-être la fin d'un cycle, le début d'un autre cycle. Et un sentiment complètement libératoire d'avoir eu quelque chose sous le capot qui mijotait depuis des dizaines d'années littéralement. Et qu'à un moment, ces 30 ans de vie, et plus par rapport aux souvenirs autobiographiques de l'enfance, aux récits qui remontent jusqu'à la petite enfance, demandent à sortir. C'est un vrai accouchement. Et là, oui, ça peut aller assez vite, parce que j'ai très vite senti aussi qu'il ne s'agissait pas d'interférer, de penser avec le mental, le cerveau gauche, que je savais mieux comment raconter, ce qu'il fallait faire, etc. Mais plutôt de baisser les bras et d'accepter, c'est-à-dire contrairement à un travail parfois très analytique et intuitif, bien sûr, d'éditeur, là, ouvrir les bras, accueillir quelque chose, aller dans le sens du courant, même si c'était l'inconnu, sans savoir que ça allait être un livre, puis 2, puis après la trilogie mongole, l'aventure amérindienne, une deuxième trilogie, puis maintenant l'aventure stellaire. Tout ça, j'en avais sincèrement aucune idée. Mais c'était là, comme s'il y avait une sorte de sphère qui contenait tout ça, et que c'était à moi maintenant d'en dérouler le fil. Essaie de nous décrire cet instant où effectivement tu es dans cette cabane, tu parles de cette main qui te pousse et qui t'incite à écrire, qui ne te donne même pas le choix, visiblement, d'après ce que tu nous dis. Comment est-ce qu'on peut essayer de décrire physiquement, psychologiquement, psychiquement,
ce que tu ressens à cet instant? Alors, en version très positive, ce serait être pris entre le marteau et l'enclume, sauf que le marteau et l'enclume, c'est l'appel et la motivation. Cette motivation qui vous pousse dans le dos à vous dire « te rendors pas ». Comme disait l'autre, « don't go back to bed ». 4 heures, cette heure particulière, l'aube, le silence, rien ne bouge, un espace sacré, une tranquillité, une sérénité, une immobilité particulière qui fait que, sans architecture, rituel, sans temple, sans église, sans quoi que ce soit, on est tout d'un coup dans une voûte où on se sent relié à quelque chose qui va plus loin que les frontières du réel. Cette heure très magique que d'autres appellent l'heure des yogis, etc. Et puis à la fois cet appel, c'est-à-dire que dès que je suis sorti de la cabane, j'ai vu ce hamac. Et ce hamac, étrangement, il y a une sorte de frémissement visuel pendant un instant. Et comme je ne savais pas du tout où j'allais aller, ni qu'il allait falloir prendre un crayon. Et ce hamac était comme une barque sur un cours d'eau. Il y avait comme une rive à traverser. C'était aussi comme l'arc de la lune. J'ai capté qu'il y avait un sens qui m'échappait, mais que je ressentais dans mon corps sur le fait que cette embarcation n'était ni sur terre, ni perchée dans les airs, mais qu'elle était tenue par 2 piliers, les arbres. Et tout ça avait un sens qui aujourd'hui encore continue de se déployer chez moi. Qu'est-ce que tu faisais à cet endroit? Qu'est-ce que tu étais venu chercher à cet endroit? Des vacances pour mes 50 ans. Seul? Et pour une fois, j'avais déconnecté. C'est-à-dire que c'était mes 50 ans, c'était en plein mois de juin, et tout était fait. Je n'avais pas à rester en relation avec un auteur, il n'y avait pas de bouclage imprimeur. Je pouvais enfin couper, et c'était peut-être depuis 1 an la première fois où tout était off. Donc je crois que ça aussi, c'est très très important. Tout d'un coup, le fait de savoir qu'on ne met pas en mode avion pour 10 secondes, mais qu'on a éteint, que l'ordinateur est rangé, qu'il n'y a pas de rendez-vous, qu'on n'a pas de téléphone à honorer. Et là, comme par hasard, on crée un vide. Mais comme on le dit aussi, la nature a horreur du vide. Mais est-ce que tu venais... c'est simplement te ressourcer, tu venais chercher quelque chose, tu attendais quelque chose? Principalement de passer le maximum de temps dans les bois, d'approcher le plus possible de cervidés, de sangliers, de marcassins, d'oiseaux, de buses, de milans royaux, et puis également de traverser une forêt tous les jours pour aller plonger sur la côte étrusque, donc en Toscane, en Italie, et aller chercher mon repas au fond de la mer. Incroyable. C'est Robinson. C'était en tout cas une reconnexion à la nature, en même temps qu'une déconnexion avec certaines ondes. Ouais. Et finalement, tous les plans ont été chamboulés, puisque alors que la veille au soir, j'ai rangé un carnet intime de 30 ans en me disant « c'est beaucoup trop intime, ça ne peut pas être publié », depuis les livres que j'avais donc publiés à 20 ans, en me mettant complètement en silence par rapport aux auteurs, en sourdine sur ce côté-là pour n'être qu'éditeur. J'ai mis ce carnet au tiroir, et c'était comme si là aussi, à partir du moment où il était mis au tiroir, immédiatement, le plan a commencé à envoyer ses propres livres. Est-ce que, on dit souvent que on projette ce que l'on désire, on aimerait éventuellement que les choses se concrétisent. Est-ce que tu avais déjà ça en tête avant de faire cette sorte de retraite un petit peu spirituelle? Est-ce que tu avais déjà l'envie de publier, à force de publier les autres, et tu avais déjà commencé évidemment très jeune, mais il y a ce laps de temps entre tes 20 ans et tes 50 ans. Est-ce que tu avais déjà ces prémices-là? Pas consciemment. Cependant, pour répondre à ta question, je remarque que un des moments qui me restait le plus heureux, le plus cher à mon cœur, c'était par exemple à 20 ans, quand j'étais dans le moulin à vent de ma mère, qui est, il se trouve, le seul moulin à vent templier de France. Donc au lieu d'avoir des fenêtres, tu as des meurtrières. Et j'étais quelques jours après mon anniversaire, au moment du solstice d'été.
Et je me réveille et je remarque que le premier rayon de soleil passe par la meurtrière. Donc évidemment, pris au jeu, 21 mars, en plus exactement 21 septembre, puis 21 décembre, puis 21 mars, les 2 équinoxes, les 2 solstices, alignés. Et bref, il y a eu une sorte de déclic avec ce premier rayon, ce 21 juin. C'est là que j'ai commencé à écrire Jonathan et le secret des vignes, qui ensuite a été publié chez Flammarion. Mais 30 ans après, j'avais en moi comme quelque chose qui se serait passé hier, cette sensation de bonheur, de connexion, tout en étant seul dans ce moulin, cette tour templière, on pourrait dire, le sentiment de n'avoir jamais été aussi peu entouré. Donc, de l'extérieur, on se dit, il est solitaire, il passe ses journées à écrire tout seul. Mais à l'intérieur, c'était un sentiment de communion, de réception, qui faisait que je ne pouvais pas avoir envie ni de sortir, ni de chercher la compagnie de qui que ce soit, parce que j'étais là où il fallait, au bon moment, au bon endroit. Revenons à tes 50 ans, ce hamac, tu t'installes, tu prends ce bloc-notes, tu écris. Est-ce que tu es conscient de ce que tu écris ? Est-ce que c'est une canalisation ? Est-ce que c'est presque une écriture automatique ? Est-ce que tu sais ce que tu vas raconter ? Parce que c'est tellement une évidence et c'est tellement puissant que ça coule tout seul. Alors au début, aucun plan, et je pensais même pas entrelacer avec ça des récits autobiographiques de ma petite enfance, mon adolescence, ou encore plus récemment, quand je raconte comment j'ai accompagné ma mère pour son grand départ, ainsi que mon père ensuite. Rien de tout ça a été prévu. C'est au fil de cette trame, pour reprendre ton expression, que tout d'un coup, ça m'a demandé de ne pas faire que, entre guillemets, canaliser une histoire dont je ne savais rien et qui arrivait, et c'était la Mongolie, c'était les images, les sons, les noms, qui se surimposaient à la réalité. C'était comme si tout d'un coup, sans qu'il y ait la moindre distorsion dans ce qu'on appelle la réalité ordinaire, il y avait une projection holographique qui était les sabots des chevaux, qui étaient les millions de boutons d'or, qui étaient les lignes de crêtes enneigées, qui étaient les steppes d'Asie centrale, puis le chant diphonique, donc plus aucun doute sur où on se trouve, Touva, Sibérie, Mongol, puis le tambour, etc. Et ça aurait pu être la seule trame, en quelque sorte, une aventure mongole, et voilà. Et dès que ça s'est mis en place, dont très honnêtement, j'estime pas être vraiment le père, plutôt le récepteur, le scribe, en fait. Là, il y a eu quelque chose qui a insisté pour dire « mais pas que, toi aussi ». Et moi, ça m'a un petit peu étonné, puisque c'était un appel à une mise à nu, à se livrer en toute intimité, et à finalement raconter les épisodes les plus intenses, que ce soit dans le malheur ou dans le bonheur, que ce soit dans la souffrance ou la jouissance, les moments les plus intenses de mon existence depuis la petite enfance jusqu'à très récemment. Et ça, ma pudeur ne m'invitait pas du tout à ce genre de choses, et donc ça m'a, dans un premier temps, déstabilisé. Mais là aussi, j'ai senti que c'était en quelque sorte peu négociable. On a toujours la liberté, le libre arbitre, bien sûr, mais quand on sent soi-même que la connexion cœur à cœur, âme à âme, avec des lectrices et des lecteurs que pour la plupart on ne va jamais rencontrer, va se faire au-delà du temps et de l'espace, justement parce que cette mise à nu fait que sans vous connaître, sans être à côté de vous, il sent, il capte, il ressent quelque chose que vous n'avez ni censuré ni minoré. Dans ce qu'on appelle le très positif, magnifique, extatique, aussi dans ce qu'on appelle le très négatif, traumatique, parce qu'avec le temps, plus ça semblait périlleux sur le moment, plus ça peut se révéler être un potentiel de transformation et de métamorphose. C'est là une sorte d'alchimie qui nous fait passer d'une polarité apparemment négative, comme si on n'avait pas le choix, à quelque chose où on a parfaitement le choix, qui est et cette inversion pour sortir de ce modèle binaire, faire du négatif du positif et faire de l'écueil un tremplin sur son chemin. C'est une épreuve d'écrire ? Il y a des personnes, pardon, il y a des personnes qui décrivent le processus d'écriture comme même une souffrance.
Il y a des gens qui en parlent comme C'est vrai. de chaque ligne leur coûte C'est clair. vraiment des lignes de sang, de la sueur, Absolument. des difficultés. Il y a des gens pour qui vont mettre d'ailleurs des mois et des mois parce que c'est très compliqué de se replonger parfois dans certains souvenirs et puis de noircir les pages comme ça, c'est difficile. Honnêtement, pour moi, c'est de la jouissance en fait, parce que à partir du moment où même les parties les plus noires, les souvenirs les plus traumatiques de son enfance, on comprend, chemin faisant, qu'on les a vécus pour en apprendre quelque chose et que, comme on dit, ce qui ne vous tue pas vous renforce, c'est-à-dire qu'il y avait là non seulement un potentiel transformateur, mais qu'avec le recul, ça s'avère être un moment initiatique. Ce moment initiatique, une fois que vous l'avez intégré, incarné, vous pouvez le partager. C'est-à-dire que vous pouvez aussi prendre par la main à distance quelqu'un que vous ne rencontrerez jamais et lui faire toucher du doigt que même si quelque chose semblait impardonnable, inexcusable, même si ça vous fait parler de votre pire ennemi, de votre moment le plus terrifiant, finalement, avec le temps, Dieu merci, on a réussi à faire de ce mur, non pas le mur dans lequel on s'emplafonne, mais celui qu'on escalade et qui vous dévoile un autre horizon, et que peut-être que ce nouvel horizon, c'est le rendez-vous que vous aviez avec vous-même, passer cet obstacle. Donc c'était libérateur. Donc c'était libérateur, c'était transformateur pour toutes ces parties-là qui m'ont permis de partager à d'autres ce que j'avais vécu dans la vraie vie, c'est-à-dire de revoir des gens qui avaient été pour moi dans l'enfance abusifs, parfois traumatisants, parfois terrifiants, des choses dont on imagine parfois ne jamais se relever dans certaines franges de son intimité, que finalement on a guéri, soigné, mais qu'on a même transformé. De cette faiblesse, on en a fait une force. Et c'est pas là que s'arrête la mission. C'est cette force, la propager pour que d'autres, qui n'en voient pas encore le potentiel transformateur, comprennent à travers vous peut-être et ressentent à travers cette expérience diffusée que eux aussi, finalement, ne sont pas prisonniers, qu'il n'y a pas de fatalité et qu'ils peuvent reconnecter en eux-mêmes au pouvoir de transformer leur propre histoire. Donc transmettre. Donc transmettre et retransmettre. Parce que l'idée, c'était aussi de penser qu'on peut écrire pour soi. On n'est pas obligé de publier, on n'est pas obligé de le faire à grande échelle. Ça peut être aussi, comme tu le disais, un journal intime, et on écrit véritablement ce que l'on ressent, les expériences vécues, et ce que parfois on nous dicte peut-être sur d'autres plans ou nous pousse à écrire. Et toi, tu as voulu transmettre. Il y a eu cet appel, c'est-à-dire que après avoir publié pendant plus de 20 ans comme éditeur des pavés en sciences humaines, en ethnologie, en anthropologie, des auteurs extraordinaires en chamanisme comme Michael Harner, Kevin Turner, comme Laurent Hugli, entre autres, dans les collections naissances comme Lucille Gomez, comme Ina Gaskin, dans les témoignages comme tellement d'aventuriers de la conscience. Il y a eu quelque chose où là, l'appel était, mais transmet également, encore une fois, à des gens pas initiés, pas préparés, et ça n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas prêts, peut-être à des personnes aussi parfois plus jeunes, peut-être à des personnes qui n'ont pas fait ces expériences avec des aborigènes en Australie, des Amérindiens, au fin fond de l'Indonésie, des jungles, avec des chamans colombiens de Sibérie, etc., mais qui ont cet appel, qui ont quelque chose en eux qui est mûr pour recevoir entre les lignes et au-delà de la transmission verbale certaines énergies, certains plans vibratoires qui vont peut-être avoir une influence positive sur leurs rêves, qui vont peut-être les reconnecter au règne animal, au règne végétal, au règne minéral. Et là, il y avait quelque chose à faire, non pas sous la forme d'un pavé encyclopédique, mais plutôt d'un conte, de quelque chose de presque plus poétique et musical, où justement le rythme, les rimes, la versification, les métaphores allaient au-delà de la forme, transmettre quelque chose qui ne s'adresse pas qu'au cerveau gauche et au mental, mais aussi peut-être au cerveau droit, à l'intuition, à un autre type de lecture, où sans comprendre exactement ce qu'on est en train de lire, on sent, on ressent qu'on est en train d'en recevoir la substantifique moelle. Donc tu écris chaman,
Tu écris l'aventure mongole, l'aventure amérindienne, l'aventure stellaire, ça c'est les petits derniers. Juste un mot, je reviens sur cet anniversaire de 50 ans et ce fameux hamac. Combien de temps tu restes dans cette atmosphère, dans cet univers-là? Le temps d'écrire intégralement un premier tome? En gros, le premier tome est venu dans ce bois, la lisière de ce bois et dans ce hamac en moins de 2 semaines. Ouais. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Quand on sort de cette expérience-là et qu'on revient à la civilisation et à ton métier d'auteur, tu relis tes notes? À mon métier d'éditeur aussi? D'éditeur, pardon. Ouais. Je relis, mais très vite, je m'aperçois que contrairement à l'activité d'éditeur où on est toujours 3 crayons à la main et où on a ce perfectionnisme de chaque instant, de la forme, de l'orthotypo, du fond, de la pensée, du partage, d'une forme de communion parfois. Là, il y a quelque chose qui me dit « tais-toi ». Évidemment, tu vas avoir des lecteurs, des lectrices, des relecteurs. Évidemment, Mishka Séligère-Châtelain, éditrice hors pair. Évidemment, des lectrices comme Claire Barré, comme Audrey Fella. Magnifique. Et d'autres qui m'ont donné leur retour, comme Lorenza Garcia, comme Agnès Thévenin, etc. Bien sûr, et je leur rends hommage à toutes et à tous, mais il y a quelque chose qui me dit « tais-toi ». Il ne s'agit pas là de croire que tu vas améliorer parce que dans un autre état d'esprit, revenu au monde, comme tu dis, ton cerveau rationnel, ton mental, peut-être aussi la tentation de l'ego va te dire « tiens là, ça pourrait ceci, ça pourrait cela ». Le mieux est l'ennemi du bien. Il y a quelque chose à ce moment que je perçois qui est « oui », mais au-delà de la forme, dans le fond, dans le flux, dans la musicalité, il y a là quelque chose qui est arrivé d'un trait, et ce trait-là ne change pas. Tu n'y touches pas. Ça veut dire que ce qu'on lit est précisément ce que tu as reçu. Oui, à part parfois certaines corrections, répétitions, où je me dis oui, là, elle a raison, etc. Mais ça touche beaucoup plus les parties autobiographiques, c'est-à-dire les parties que moi j'écris, où je me dis, bon bah voilà, il y a eu tel trauma, telle morsure d'animal, et puis une autre morsure d'un animal, et puis la mort, entre guillemets, de ma mère, la mort, entre guillemets, de mon père. Ce faisant, en l'écrivant, je m'aperçois que j'ai l'impression de me salir la bouche et l'esprit en écrivant le mot mort, et que je m'aperçois dans chacune de mes cellules que c'est pas une mort, c'est un départ pour d'autres peut-être retrouvailles ailleurs sur d'autres plans. Et donc ça change même en l'écrivant ma vision de ce qu'on pourrait croire être un simple décès et qui prend à ce moment une toute autre dimension. 3 volets de saga avec 3 tomes à chaque fois, ça fait 9 tomes au total, si je ne me trompe, c'est ça? On a parlé de l'aventure mongole, l'aventure amérindienne, l'aventure stellaire. Alors, quand tu écris sur la Mongolie, quand tu écris dans cette dimension amérindienne, tu n'es pas sur place. Non. Ou tu l'es, mais pas physiquement. Oui, c'est ça. Je fais en quelque sorte des allers-retours. Aussi des allers-retours avec des personnes que j'ai rencontrées, que ce soit des curanderas, des femmes de connaissance, des hommes médecine, des hommes de pouvoir, des chamans, peu importe en fait comment on les appelle, ils ont chacun leur spécificité, leur personnalité, leur art également. Mais ce faisant, je rentre dans une période de ma vie où au lieu de voyager et prendre des avions et être en mouvement chaque week-end, chaque semaine, chaque mois, je me pose et il y a quelque chose de très très fort qui me dit « tu restes là, au centre de la marmite et tu ne bouges pas ». Après avoir pas mal bourlingué et voyagé loin, au sens propre comme au sens figuré, pendant une 30aine d'années. Alors, donc c'est ici que ça se passe, effectivement. Et que là, d'ailleurs, juste pour ajouter un registre à ces histoires de femmes médecines, chamanes, curanderas et tout ce qui est très à la mode actuellement, c'est également là que me saute aux yeux la similarité, les complicités, le fond commun avec des gens qui ne sont pas au bout du monde, qui n'ont rien à voir avec certaines modes, New Age ou du chamanisme, etc. Et qui sont parfois de simples sages-femmes de campagne, mais qui, comme par hasard, sont aussi passeuses d'âme, parce qu'en étant experte de la porte d'entrée, on devient rapidement experte de la porte de sortie.
des rebouteuses, des barreuses de feu, des guérisseurs, des magnétiseurs, parfois des simplets du village, dans nos campagnes européennes et même françaises. Et là, tout d'un coup, je m'aperçois qu'on a tout ça autour de nous, et nos arbres aussi, et nos plantes, et nos minéraux, et nos traditions, parfois réputées disparues, mais parfois simplement déplacées et cachées, qui sont là et qui serait bien dommage de ne pas honorer également. C'est notre héritage. Tu parlais justement, on va ouvrir une parenthèse qu'on refermera sans doute très vite, mais tu parlais de ces enseignements New Age un peu folkloriques qu'il peut y avoir d'ailleurs autour de toutes ces thématiques qu'on aborde très régulièrement sur ABC en l'occurrence. Tu déplores ça ? Je déplore rien du tout, il faut tout pour faire un monde, alors pour faire des mondes, largement encore plus. Non, je pense juste que quand on a un certain sens de la responsabilité d'une part, de ce qu'on transmet, de ce qu'on diffuse, et du respect d'autre part, de la terre avec un grand T et de certaines communautés, on ne peut pas forcément verser aveuglement dans une mode qui est parfois déformée et accélérée, notamment par l'argent, par une certaine forme de marketing autour de certains concepts qui sont du coup très très réduits, comme si tout le monde allait devenir chaman ou ceci et cela en 2 jours, en 4 tutos, en 3 stages, etc. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des mises en garde qui s'imposent. Nombre de cultures, par rapport à certains arts, considèrent qu'on ne devient pas ceci ou cela. On est N-E-S-T parce qu'on est N-A-I-T. C'est-à-dire qu'il y a des lignées matrilinéaires, patrilinéaires, il y a quelque chose qui fait partie de votre héritage. Et il est vrai que certaines personnes, parfois, tout en ayant une sensibilité écologique, pour ne pas dire d'écologie spirituelle, mais en ayant cet appel, en sentant qu'il y a quelque chose dans le chamanisme, la reconnexion à la nature, au monde invisible, etc., vont enchaîner les vols long courriers, les stages à l'autre bout de la planète, etc. Et à la fois, est-ce qu'il n'y aurait pas chez eux, chez nous, des arbres maîtres, des animaux, ou loin de se demander si, comme parfois des gens arrivent et vous disent « est-ce que mon animal de pouvoir, c'est le condor des Andes ou le tigre de Bengale ?» et que vous regardez la personne et qu'elle est totalement un ours des Pyrénées ou qu'une femme est totalement une louve du Mercantour, et on se dit « mais pourquoi aller chercher si loin ce qu'on a aussi chez nous ?» Et il y a ces traditions, ces lignées, on parlait des rebouteuses, des barreurs de feu, qui sont aujourd'hui appelés par nombre d'hôpitaux également. Donc même la science, comme elle a reconnu en milieu hospitalier, par exemple, les bienfaits de l'hypnose et ses apports complémentaires, il y a là, dans notre héritage, quelque chose qui serait dommage d'ignorer, parce que ça n'est pas parce que c'est pas à la mode, c'est pas parce qu'il n'y a pas certaines tendances New Age, marketing et autres autour de cela, que ça n'est pas un legs qu'il importe de garder vivant, de recevoir, et qu'on peut, en 1 heure de voiture, en 1 demi-heure de marche à pied, reconnecter avec parfois des arbres et des animaux qui en fait font partie de vous depuis l'enfance. Parce que même si vous ne vous étiez pas encore éveillé aux, disons, médecine de lumière, médecine de la terre, au chamanisme, à l'animisme ou à différentes traditions spirituelles, énergétiques, peu importe les mots que l'on emploie, religieuses ou pas, au-delà de ça, il y a là un fond commun qui est là pour nous et que vous avez absorbé avec votre regard d'enfant. Vous avez vu ces chaînes, vous avez vu ces êtres, ces frênes, vous avez vu ces buses, on vous a montré du doigt ces biches, ces cerfs, etc. Et tout ça fait partie de vous. C'est parfois beaucoup plus spontanément facile à réactiver avec une forme de langage animal, végétal, minéral qui coule dans nos veines, dans nos cultures, dans l'héritage de nos parents et nos grands-parents, que d'aller chercher au bout du monde avec un attrait parfois touristique, mais aussi avec un prix à payer. C'est-à-dire que les abus des tours opérateurs, du mercantilisme, des vols long courriers, de ce que les Occidentaux amènent avec eux en termes de substances et autres sur ces contrées qui parfois demandent aussi à être respectées, font qu'il y a beaucoup d'endroits, par exemple dans ces trilogies chamanes, où je déplace la scène à un endroit qui est déjà très connu, cartographié, où il y a déjà, on pourrait dire, ce forme de tourisme chamanique, avec parfois ses abus, ses simplifications.
de manière à préserver des espaces qui sont sacrés, qui n'ont rien demandé à personne, et dont parfois les personnes très profil bas, qui ne ressemblent absolument pas à un grand chaman, mais plutôt à la personne la plus simplette du clan ou de la tribu, font et refont, selon un art magnifique, quelque chose qu'il faut plutôt protéger que promouvoir. C'est joliment dit. Et d'ailleurs, j'aime bien raconter un peu les coulisses de la préparation de ces émissions. Et quand Tigran est arrivé, il m'a dit, est-ce qu'on peut prendre quelques instants, parce que je voudrais aller saluer l'arbre qui est à l'extérieur du studio, que tu avais déjà salué lors de ta première visite. Oui. C'était important que tu le fasses. Oui. L'amitié s'entretient, l'amour aussi. Et quand on est allé s'adosser à un arbre, l'enlacer, qu'on l'a d'une certaine manière aimé et qu'on lui dit qui sait, peut-être qu'on se reverra un jour, toi qui es peut-être encore plus vieux que moi et qui vivra au-delà de mon propre départ. C'est important d'honorer ces rendez-vous et d'une certaine manière de boucler la boucle. Ouais. Je voudrais qu'on revienne un petit peu aussi sur la définition de chaman. Et c'est très intéressant parce que je voudrais avoir ton point de vue. J'ai reçu beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, se déclarent chaman. Femme médecine, homme médecine, je suis chaman. Et certains vont te dire, tu ne peux te déclarer chaman, être officiellement chaman, avoir le titre officiel de chaman, au-delà de tes ressentis, de ton expertise et de tes expériences, que si tu es adoubé par de véritables chamans, notamment en Mongolie ou des Amérindiens et autres. Et d'autres vont te dire, mais non, absolument pas, c'est quelque chose que vous ressentez intrinsèquement et vous pouvez véritablement être chaman sans avoir à aller à l'autre bout du monde pour être dans une hutte ou dans une yourte quelque part en Mongolie. Quel est ton point de vue là-dessus ? Je trancherai pas, en fait, j'ai pas la prétention d'avoir une définition exclusive de quelque chose qui est tellement complexe, multidimensionnel et mystérieux que si on arrivait à l'encapsuler dans les mots pour le définir, ce dont on ne parlerait ne serait plus le vrai sujet. Comme dit Lao Tzu au début du Tao Te Ching, la voix qui peut être décrite n'est pas la voix. Les arts du chaman, des chamans, et il y a des chamanismes sources de transformation qui peut-être sont eux-mêmes en train de se transformer pour différentes raisons, avec certaines urgences planétaires d'un côté, avec certaines tentations et dérives de l'autre. Ce qu'il importe, c'est avant tout le discernement, et plutôt que de croire qu'on a fait le tour d'une définition ou qu'on sait quelque chose, de s'écouter. S'écouter soi-même avant tout, parce que votre sonar intérieur, votre radar, votre boussole, personne, aucun grand coach, aucun grand thérapeute, aucun grand guérisseur, aucun grand chaman n'en est plus proche que vous-même. Et ça, c'est clé. Ce connais-toi toi-même passe avant tout. Avant toute tentation aussi, par moment, de laisser les clés de sa souveraineté à quelqu'un d'autre, à avoir une confiance aveugle, à être un peu naïf, et tous les pièges de la manipulation que ça peut ouvrir sur un plan ou sur un autre. Donc pour en revenir à cette histoire, il y a bien sûr des gens qui diront « Non, j'ai pas besoin d'être reconnu, adoubé à l'autre bout du monde ». Très bien. Et d'ailleurs, ça s'appelle pas forcément chaman, c'est encore une fois dans nos cultures des choses qui ont existé depuis la nuit des temps et qu'on n'appelait pas du tout chaman. Il y a eu toutes sortes de noms pour cela. Le mot chaman vient des Tungus, en Sibérie, celui qui sait, celui qui s'agite, etc. Et toutes sortes d'autres cultures, avec femmes médecines, curanderas, devins, guérisseurs et autres, n'avaient jamais employé ce mot jusqu'à cette forme de mondialisation et d'internalisation de certaines modes. Maintenant, je respecte aussi beaucoup, en tout cas ça a été mon expérience, que même une grande chamane, entre guillemets, la doyenne d'un clan, quelqu'un qui est dépositaire de quelque chose et qui a mis 30 ans avant d'avoir le droit d'en parler, des gens qui, de père en fils, de grand-mère en petite-fille, depuis des générations, des siècles, et peut-être de millénaires, font partie de certaines lignées, même quand eux vous reconnaissent comme leur fils spirituel, et non pas contre toute attente leur fils biologique de ce même clan, de cette même tribu, même eux, dans mon expérience, et ça n'est que mon humble expérience, ont l'humilité d'attendre
que Dame Nature le confirme. Et le confirme souvent par 3 biais, qui peuvent être d'abord la morsure d'un animal sauvage, ensuite le fait d'être frôlé par la foudre, ou fulguré, comme on dit en français, quand on a été frôlé, frappé par la foudre, mais qu'on n'est pas mort, qu'on n'en est pas brûlé. Et enfin, de traverser ce qu'on appelle parfois la maladie du chaman, une sorte de méga nuit noire de l'âme, etc. C'est-à-dire que même eux, dans la reconnaissance qu'ils ont, même s'ils ont la confirmation des esprits, s'ils font une divination, un rituel, s'ils le sentent en âme et conscience, même eux vont attendre que la nature, avec un grand N, confirme à travers les éléments, le feu du ciel, à travers une morsure animale, à travers cette traversée de nuit noire de l'âme, etc. C'est dire à quel point on respecte et on se garde bien de poser des définitions réductrices sur quelque chose qui, par définition, ne se laissera jamais saisir. Ou alors, c'est pas le vrai sujet. Ça, je pense que certains, ça va faire réagir certains, et j'ai des noms de ceux qui sont venus s'installer sur ces canapés pour parler évidemment de leur ressenti, de leur expérience et de leur parcours de vie. Tu as visité dès ton enfance certaines expériences extraordinaires. Est-ce que tu as notamment, tu parles d'être touché par les arts sacrés comme les plantes enseignantes, ces fameuses plantes enseignantes qui font débat, particulièrement dans l'Hexagone, puisque ces plantes, la plupart du temps, sont interdites. Est-ce que tu as écrit grâce à ces plantes ? Non. Je pense que ces plantes ont fait partie de mon expérience à une époque qui semble être dans une autre vie, parce qu'il y a des dizaines d'années aujourd'hui. Ouais. Je pense que également, quand on est en ethnomusicologie, qu'on a 21 ans, diplômé de la Sorbonne, qu'on va faire des enregistrements de musique de trance, que ce soit en Afrique, en Indonésie, au Sri Lanka, en Thaïlande, en Amérique, en Russie, où on ne peut pas ne pas s'immerger. Et il n'y a pas que les plantes. Il y a aussi le tambour. On n'a pas forcément besoin d'une plante. Le tambour est une chose, la danse est une chose. Certaines techniques de modification et d'amplification de conscience existent et sont extrêmement puissantes, à commencer par le souffle, tout simplement. Sans même tambour, danse ou plante. Et tout ça fait partie de cette extraordinaire biodiversité, parce que suivant les météos, les coins, les régions, les cultures, on a des outils, des leviers différents. Il faut quand même remettre un petit peu aussi l'église au milieu du village, c'est-à-dire que par rapport à cette mode de consommation qui peut être extrêmement dangereuse, clairement, en plus d'être illégale sous nos latitudes, il y a des risques pour le physique, pour le psychique. Tout le monde n'a pas le cuir dur, tout le monde n'est pas capé pour la navigation en haute mer ou la marche en haute altitude. Or, à la faveur de certaines modes qui s'emballent, on voudrait faire croire que... Je pense qu'il faut être très, très, très prudent avec ça. Je pense que plus on se rapproche de la lumière, plus on doit pratiquer l'enracinement, sinon l'arbre est le premier à être balayé par la première tempête. Ça n'est pas une métaphore, c'est une réalité organique pour le physique comme pour le métaphysique, que donc des mises en garde s'imposent, mais qu'aussi on a chez nous des personnes qui, au fin fond de leur campagne, font des diètes de feuilles de frêne, de feuilles de chêne, d'écorce d'être, et ne le font pas par hasard, et le font en respect de certains enseignements plus ou moins secrets qui perdurent depuis des siècles, peut-être des millénaires. Donc cette fascination pour ce qui est à l'extérieur, c'est une chose. Mais est-ce que ça ne reflète pas aussi un petit malentendu de départ à l'échelle de notre personne et de notre environnement culturel, géographique, à savoir que là encore, c'est comme si on allait chercher des réponses à l'extérieur, alors que le fond commun, me semble-t-il, de la plupart de ces pratiques spirituelles, énergétiques, curatives et autres, c'est pas d'aller chercher quoi que ce soit à l'extérieur. C'est de le retrouver à l'intérieur. Donc, méfiance, prudence. Prudence, encore une fois, ouais. je juge rien, il faut de tout pour faire un monde. J'ai eu une période où j'avais une passion pour la vigne,
une autre pour d'autres vignes, pour le chocolat, comme tu le disais, une autre pour le Havane, une autre pour l'eau de source. Il ne faut pas se faire avoir par tous ces outils, ces véhicules et ces moyens extérieurs, parce qu'un véhicule, c'est vous qui le prenez. Ce n'est pas lui qui doit vous prendre. Jamais. Donc, il y a un moment où on revient en soi-même et où on se rappelle qu'il y a peut-être à l'intérieur de nous des choses encore plus appréciables que ce qu'on serait tenté d'aller chercher à l'extérieur. C'est passionnant d'écouter Tigrane. On va parler évidemment du petit dernier pour terminer l'aventure stellaire. Retour en Mongolie. Ouais. Retour en Mongolie après l'aventure amérindienne, effectivement, principalement en Arizona. Retour en Mongolie, mais avec ce miroir qui m'a un peu surpris et qui à la fois a réactivé toutes sortes de mémoires, qui m'a replongé dans des choses qui me paraissaient, que je ne pensais pas du tout écrire d'ailleurs, qui me paraissaient plutôt de l'ordre de l'onirique ou de mémoire de vie passée, diraient ceux qui croient à la réincarnation, ou de lignes parallèles ou de champs des possibles, peu importe les mots que l'on met dessus, notamment par rapport au son et à la vibration et à l'Égypte comme portail vers l'Égypte ancienne. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, quand j'étais à la Sorbonne en musicologie, on parlait beaucoup de musicothérapie avec certaines œuvres, Mozart, Bach, etc. Aujourd'hui, on parle beaucoup de sonothérapie, ce qui, au-delà de la partition musicale et des grands maîtres que sont Bach et Mozart, met l'accent sur le pouvoir vibratoire lui-même et des fréquences, sans même avoir une œuvre, entre guillemets. Évidemment, tout ça existe dans toutes sortes de cultures, depuis la nuit des temps, chez nous aussi, ne serait-ce que parfois avec le pouvoir de la voix. Et là, il y a quelque chose qui, à ma grande surprise, a commencé à se déployer, et ce parallèle avec une triangulation entre le désert de Gobi en Mongolie, le désert rouge en Arizona, mais aussi le désert du Sahara, a fait émerger ce pouvoir de la vibration. Alors, le tambour en Mongolie, le chant navajo en Arizona, mais le pouvoir de certaines incantations, de certaines fréquences, dans certaines chambres secrètes en Égypte, et de certains rituels et certaines initiations, où le son n'est pas utilisé que comme une source de transmission, initiation, etc., mais peut-être également comme une clé qui ouvre des portes vers d'autres dimensions, d'autres espaces de votre psyché et d'autres lieux à explorer pour vous reconnecter avec des origines qui dépassent vos origines biologiques. Donc sans aller trop loin et paraître faire du mysticisme, il y a là peut-être dans cet art de la vibration, du son, de certaines fréquences, mais dans certains environnements acoustiques, dans certains lieux, à certains moments de l'année, un pouvoir amplificateur par rapport à reconnecter non pas avec nos ancêtres de chair et d'os, même sur un plan spirituel, mais aussi peut-être avec d'autres formes d'ancêtres, peut-être plus éloignés, peut-être, qui sait, des ancêtres stellaires. Quelle vibration te touche le plus ? Le ronronnement de mon chat. La ronron-thérapie, comme on dit. Et au-delà de l'aspect animal, est-ce que le tambour, les bols tibétains, est-ce que d'autres sonorités Oui, moi j'ai commencé le violon et le violon alto à 5 ans, j'étais sopraniste à 11 ans avant la MU, puis baryton après la MU, puis baryton basse, chef de chœur au Centre d'action liturgique et musicale de Paris, Sacré-Cœur, Notre-Dame, etc. Donc j'étais vraiment dans la voix, étant formateur, évidemment le piano s'imposait comme outil. Mais ensuite, c'est vrai qu'il y a eu cette bascule avec l'ethnomusicologie, les musiques de trance, le fait d'aller enregistrer ce qu'on me présentait comme des concerts de musique traditionnelle. Donc ça, c'est l'état d'esprit d'un sorbonnard, d'un occidental qui débarque, à qui on dit « voilà ce que tu vas enregistrer ». On s'aperçoit très très vite que ce ne sont pas des concerts de musique traditionnelle. Ce sont des cercles de pouvoir qui ont la puissance de faire bouger des lignes pour venir en aide à son prochain d'un point de vue physique, énergétique, nerveux, émotionnel, spirituel, parfois métaphysique, parfois dans la relation entre un clan et un autre,
dans un couple entre une tribu et un animal qui semble tout d'un coup devenu plus hostile, des récoltes qui sont moins bonnes que d'habitude. Et là s'ouvre un champ d'expérience qui peut être porté par le son, le pouvoir non seulement du tambour, du chant, parfois aussi de la vibration, pourquoi pas d'un son silencieux, de la prière intérieure, qui fait que tout d'un coup on s'aperçoit en tout cas d'une chose, c'est qu'on sait qu'on ne sait pas grand-chose. Célèbre phrase. J'aurais pensé, tu vois, je me suis dit, il va me répondre, peut-être que le son que tu aimes le plus, c'est le son du vent, de l'air. Alors, puisque tu en parles, oui, pour moi, il y a aussi vent, et c'est vrai que d'être, j'allais dire, traversé par le vent, c'est quelque chose de très, très particulier qu'on a tous ressenti parfois à l'avant d'un bateau, parfois près d'une cascade, peut-être à des moments où il y a justement cette explosion d'ions négatifs, ce mélange d'eau, d'air et de lumière, et qu'il y a là quelque chose qui peut nous laver parfois de certains parasites, certaines pensées, certains traumas, de manière beaucoup plus subtile et en profondeur que ce qu'on imaginerait, et de manière beaucoup plus rapide aussi que ce qu'on pourrait penser. À part ça, bien sûr, je suis et demeure un fidèle amoureux de quelques-uns de mes très chers tambours. Ça aussi, c'est quelque chose qui se vit intensément. Tous ceux qui pratiquent le tambour disent cette communion qui existe, c'est presque paternelle, maternelle, fraternelle, la communion qu'il peut y avoir avec un tambour. Oui, et puis dans certaines expériences, littéralement, ça paraît exagéré, mais pourtant, vous chevauchez votre tambour et à un moment, vous avez une expérience qui n'a rien à envier au fait d'être au galop sur votre cheval aimé. Il y a quelque chose de cet ordre dans le voyage au sens propre et au sens figuré, dans la monture, les espaces qu'il s'ouvre, les explorations, les bienfaits qu'on peut peut-être en retirer, les informations, l'utilité, le bénéfice qu'on peut en rapporter à son prochain. Donc le tambour est tout sauf un simple objet. Voyage en Mongolie, le retour avec l'aventure stellaire, le passage avec les Amérindiens, évidemment, la Mongolie avec le premier volet. Et puis, il y a les 42 oracles chamaniques et les 52 paroles chamaniques. Ouais. Ça, les 42, c'est le petit dernier aussi. Ouais. Oui, il y a eu un moment où est venu aussi cet appel pour extraire les phrases de pouvoir en fait, qui sont derrière l'aventure mongole. Donc il y a 52 phrases dans la trilogie mongole qui sont un petit peu les 52 moments de pivot entre réalité ordinaire et non ordinaire, entre soins et transe, entre rêve et rêve lucide, et où illustré par les encres de Chine originales de cette grande peintre chinoise, Yu Zhao, j'ai été appelé à extraire donc ces phrases de pouvoir, on dirait aujourd'hui d'empouvoirment, je crois. Parce qu'il y a là, pour des gens qui ne sont pas forcément lecteurs, mais qui, avec un tout petit bouquin qui tient dans la poche et qu'on peut ouvrir au hasard, entre guillemets, il y a là quelque chose accompagné de ces dessins qui sont là aussi pour ne parler pas qu'au mental, au verbal, mais également à l'œil et à un autre regard. Une manière de se rappeler, se remettre en chemin, comme réaccorder son violon, refaire sonner un diapason et se dire « Oui, je lis juste une phrase, j'ouvre, tu es ton plus court chemin vers la lumière. J'ouvre, écoute en toi et tu deviendras grand. » Et peut-être que je n'ai pas le temps, que je suis entre deux rendez-vous, que je me prépare à une rencontre importante, que quelque chose m'a déstabilisé, mais qu'en littéralement quelques secondes, on a quelque chose qui nous a réalignés, qui nous a remis non seulement nos racines dans notre stabilité, mais également dans une forme de clarté qui nous prépare à ce qu'on doit parfois affronter. Magnifique. Est-ce que cette main qui t'a, pour ton anniversaire, était 50 bougies, cette main qui t'a poussé comme ça, est toujours présente et t'incite à continuer à écrire? Oui. Elle est toujours présente et il y en a plusieurs.
petit à petit, on apprend à connaître et reconnaître certaines vibrations, certaines tonalités parmi l'invisible dans nos alliés, on pourrait dire. Certains qui sont de certaines fréquences, qui ont peut-être des univers de prédilection, d'autres qui sont dépositaires du passé, d'autres qui sont plus reliés au ciel, d'autres qui sont plus reliés à la terre, d'autres plus aux minéraux. Mais que tu as identifié ? Qu'on apprend humblement à discerner et dont on apprécie avec une gratitude infinie d'être l'ami, oui. C'est ça, être touché par la grâce. Je trouve. Lisez Tigrane, lisez Tangri et les aventures, évidemment. L'aventure mongole, l'aventure amérindienne et l'aventure stellaire. Et puis, vous l'aurez compris, avec les 42 oracles et les 52 paroles chamaniques. Tout est fait pour que on puisse de temps en temps s'évader, qu'on puisse de temps en temps faire ce travail d'introspection, qu'on puisse de temps en temps aussi couper avec cette folie qui nous entoure. Et je trouve qu'au travers, justement, de ces aventures, de ces ouvrages, rien que de la couverture des livres, chez Mama Édition, toutes les couvertures de livres, on dit dans un jargon très, très familier, c'est toujours très bien chiadé, hein, c'est toujours très travaillé. Hein. C'est le fruit d'un quart de siècle de travail perfectionniste et de complicité artistique avec, pour moi, l'un des meilleurs directeurs artistiques qui soit, Philippe Fourquet. Quitte à remettre le travail sur le chantier, jusqu'à avoir l'unanimité entre les auteurs, l'éditeur, le directeur artistique, des relecteurs, des thèses, des amis libraires, des amis bibliothécaires, et jusqu'à arriver à un moment où tout le monde, avec des bagages, des perceptions différentes, tout le monde est heureux. Et ça, pour nous, en tant qu'éditeur, c'est un des plus grands bonheurs. Ouais. Non seulement les couvertures sont belles, la matière des livres aussi, je trouve que ces matières sont des matières nobles, je trouve. Et à titre purement professionnel, les kits de presse sont admirablement bien faits. Les photos sont belles, les PDF sont magnifiques. Non mais franchement, c'est pas... Et tous les éditeurs ne font pas ça. À tout seigneur, tout honneur, on a également l'honneur et le bonheur de travailler avec Martine Seigneur. Bien sûr. Ce qui est parfaitement aligné avec notre directeur artistique Philippe Fourquet et avec ce que Mama Édition fait depuis un quart de siècle avec passion. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui ? Qui me manque ? Rien ne me manque. Je suis très heureux de percevoir que tu captes dans ces livres une manière également de se retrouver, de s'évader, de couper avec ce qui nous entoure. De couper. Parce que parfois, couper et s'évader, c'est également se retrouver soi-même. Et ça, c'est sans doute le rendez-vous le plus important que l'on ait. Et ce soi-même, c'est écrit également avec un S capital et M apostrophe A-I-M-E. Exact. Je termine, Tigrane, est-ce que tu nous fais l'honneur de nous dévoiler le contenu de la substance que tu bois ? Alors là, je bois du café, mais du café qui est mélangé avec de l'orge, avec du cacao brut, avec un petit peu de nos amis champignons, le Lion's Mane, le cordyceps, le chaga. Je m'essaye à une cure sans café d'ailleurs, avec certaines variantes où il n'y a plus de café du tout. C'est intéressant, ne pas trop s'habituer et puis travailler sa souplesse et son adaptabilité. Oui. Ne pas s'habituer, sauf au chocolat. Noir de préférence. Le chocolat, le nom latin du chocolat, théobroma, et les origines bien sûr grecques et l'antiquité du théobroma, la nourriture des dieux. Donc si vous recevez un jour, si vous croisez Tigrane un jour, ayez toujours une tablette de chocolat de bonne qualité, évidemment, noir de préférence. Combien de pourcentage ? À partir de 70 et jusqu'à 90, il y a un spectre intéressant. 90, qui vient de tous les continents d'ailleurs, pas que l'Amérique latine. Il y a clairement des crus en Afrique et autres. T'en as encore du chocolat mémorables. Ici, oui.
Prends soin de toi. Merci infiniment, Tigrane. Merci à toi, un vrai Marc, bonheur. et à toutes tes auditrices et tous tes auditeurs. Merci. Commentez, comme toujours, avec bienveillance. Je sais que ça va l'être partagé. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous.